Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre... Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre présentation sur la psychologie du futur et plus précisément, le sujet qu'on a choisi est l'évolution technologique et les psychopathologies chez les jeunes. Donc, nous allons aller plus en détail sur ce sujet dans notre présentation. Donc, pour commencer, je vais introduire un petit peu notre sujet, puis je vais expliquer pourquoi on a décidé de se pencher sous l'angle de les psychopathologies chez les enfants et les adolescents. Donc, les psychopathologies chez les enfants et les adolescents englobent une vaste gamme de troubles mentaux et comportementaux. Puis, comprendre ces troubles de manière approfondie est vraiment crucial pour offrir un soutien véritablement adapté ainsi qu'une intervention efficace. Puis, une telle compréhension permet d'agir avec précision afin d'aider les jeunes à surmonter leurs défis. Puis, nous croyons qu'il est important de se concentrer sur l'évolution du traitement des troubles psychopathologiques avec la technologie dans un futur proche, car nous sommes en plein dans l'ère technologique en ce moment, surtout les adolescents de notre génération. Puis, les nouvelles technologies pourraient grandement transformer la manière dont les troubles psychiques sont abordés à la fois dans la recherche, la pratique thérapeutique et l'éducation des futurs psychologues. Et la raison pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur les psychopathologies des enfants et adolescents est parce que c'est eux qui sont en plein dans la génération de l'évolution technologique comme mentionné. Et ces nouvelles méthodes viendront affecter la manière dont leurs troubles seront pris en charge. Donc maintenant, je vais parler de quelques différentes pathologies qui touchent les enfants et les adolescents, juste pour être un petit peu plus familier avec le sujet. Donc, pour commencer, nous avons les troubles anxieux qui sont en effet la pathologie la plus présente chez les enfants et les adolescents. Donc, je ne vais pas aller en détail de toutes les caractéristiques et les symptômes, mais ils sont bien inscrits sur la diapositive. Mais pour la prévalence du trouble anxieux, il y a environ 6,5% des enfants et des adolescents qui sont touchés. Maintenant, pour le TDAH, on a une prévalence d'environ 5% des enfants. Il y a aussi le trouble du spectre autistique qui affecte un enfant sur 54. Pour le trouble d'apprentissage et de comportement, donc pour le trouble d'apprentissage, on a environ 5 à 15% des enfants qui vivent avec ce trouble. Puis pour le trouble du comportement, on en a un petit peu moins, donc 3 à 5% des enfants. Et finalement, pour les troubles bipolaires, on voit un nombre un peu plus minime, donc seulement 1% des jeunes qui sont touchés, mais c'est quand même un trouble qu'on peut voir chez certains d'entre eux. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus familier avec le sujet, l'objectif de notre présentation sera d'explorer 3 domaines spécifiques. Donc premièrement, l'avancement des découvertes et recherches au niveau de la technologie. Deuxièmement, la thérapie reliée à la technologie. Et finalement, que deviendra l'enseignement avec l'intégration des technologies. Donc, je vous laisse découvrir ça dans les prochaines diapositives. L'histoire de la recherche a beaucoup évolué depuis son début. Premièrement, au Moyen Âge, une idéologie s'est développée où les gens croyaient que la maladie mentale était le signe de la possession démoniaque. La recherche sur les troubles et sur les traitements était donc basée sur des aspects religieux et elle incluait seulement les adultes. On a commencé à s'éloigner de cette théorie petit à petit durant le 16e, 17e et 18e siècle. Ensuite, la psychiatrie a commencé à être considérée une maladie mentale ayant besoin d'un traitement. Au 20e siècle, les grands psychologues et psychiatres modernes, dont Binet, Freud, Watson et autres, ont commencé à reconnaître l'importance de la recherche sur les troubles psychopathologiques des enfants et adolescents. Ceci a donc émergé plusieurs études sur ce groupe d'âge. Le développement des connaissances sur ce propos a souvent été freiné par des débats théoriques et puisqu'il y avait un manque de recherche scientifique. Les débats se font entre les approches psychanalytiques, comportementales, cognitivo-comportementales et biologiques. Ces conflits sont donc une des raisons pour que l'avancement des études est très lent. Dans les années 1980, il y a eu une émergence de plusieurs études longitudinales sur les enfants, et ceci nous a permis de voir visuellement le développement de plusieurs différents troubles. Ceci dit, la psychologie développementale a beaucoup été étudiée lors des recherches afin d'observer la progression des troubles chez les jeunes. De nos jours, on utilise souvent la CIM-10 et le DSM-4 et le DSM-5 pour appuyer les études chez les jeunes et trouver des critères standardisés pour le diagnostic. Il y a aussi eu l'intégration de neurosciences dans la recherche pour étudier l'effet scientifique qu'apportent les troubles sur le cerveau. Par ailleurs, il y a plusieurs outils technologiques qui ont été intégrés dans l'évolution de la recherche psychopathologique.
Ils ont la chance de s'améliorer dans le futur et il y aura sûrement la création de nouvelles technologies avec le temps. Pour commencer, les chercheurs vont souvent utiliser des tests psychométriques en ligne. Ceci facilite l'accès pour les données et elles permettent de faire des études plus efficaces et variées. Il y a donc de grandes chances que dans le futur, les tests psychométriques se feront seulement en ligne afin de faciliter la recherche. La technologie peut être accessible pour les enfants et les adolescents, donc ils pourront écrire leurs tests en ligne. En fait, les chercheurs auront les résultats plus efficacement et ils pourront organiser leurs données facilement dans un logiciel numérique. De plus, l'accès à l'information se fera de façon plus efficace lors des études grâce à l'Internet. Plusieurs chercheurs publient leurs études en ligne et les psychologues ont donc accès à une mine d'informations sur les troubles et données. Dans le futur, les chercheurs pourront accéder à plusieurs informations rapidement. Ils pourront aussi publier leurs recherches en ligne afin d'éduquer plusieurs autres chercheurs à l'international. Par ailleurs, l'utilisation de la neuroimagerie est un facteur important dans la recherche sur les troubles pédiatriques. Elle est souvent utilisée dans la recherche scientifique, mais on commence à apercevoir son importance pour la psychologie clinique avec le diagnostic d'un trouble ou même le traitement. Il y a donc plusieurs avancements qui vont se produire dans le futur avec cet outil afin de confirmer l'effet de certains troubles. Elle pourra aussi aider avec la validation de certaines recherches afin de créer un traitement personnalisé pour le patient. Aussi, l'utilisation de l'intelligence artificielle commence à faire son entrée dans la recherche psychologique. Plusieurs chercheurs trouvent cet outil très fascinant et utile pour leur étude. Par exemple, elle a la capacité de traiter plusieurs informations instantanément et elle est très accessible. Dans quelques années, le IA sera un des outils les plus utilisés lors de la recherche puisqu'elle offre une grande marge d'outils et elle permet le traitement d'informations efficacement. Les études pourront se baser sur le IA dans leur recherche et pourront s'inspirer des données et informations offertes par celle-ci. Bref, le futur permettra à la technologie de s'intégrer facilement dans la recherche psychopathologique. Présentement, elle nous apporte un grand succès dans les études et elle va continuer d'être utile dans les années à venir. Dans le futur, nous allons pouvoir améliorer les outils technologiques dont nous avons déjà accès, mais aussi accueillir plusieurs nouvelles inventions technologiques. La recherche se fera de façon plus efficace et facilement grâce aux futures technologies. Donc, pour débuter avec l'historique de la thérapie, je vais commencer avec le traitement surnaturel parce que ceci est celui qui remonte au plus loin. Donc, dans ce temps-là, les explications des comportements anormaux étaient vraiment soutenues par la religion, donc tout ce qui était spirituel, surnaturel, etc. Puis, les démons étaient à l'origine des troubles mentaux. Donc, les thérapies, les traitements tournaient vraiment autour de cette croyance-là. Puis deuxièmement, un peu dans la même ordre d'idée, il y avait les sectes. Donc, les premières personnes à se faire appeler thérapeutes étaient les membres d'une secte philosophique de confession juive installée en Égypte au début de l'ère chrétienne. Donc, le but de ça, de ces gens-là, c'était de soigner l'âme comme les médecins soignent le corps. Donc, eux voyaient ça un peu de la même façon, mais ils le faisaient au travers des sectes. Puis, troisièmement, il y avait aussi les thérapies comportementales qui ont émergé dans les années 1920 à 1950. Puis, ceux-ci comportent trois vagues. Donc, premièrement, il y avait la vague du conditionnement classique et d'apprentissage, donc pour modifier le comportement, donc les thérapies comportementales. La deuxième vague était le traitement de l'information, donc plus comprendre les comportements mentaux, donc les théories cognitivo-comportementales. Puis la troisième vague était un peu un composé des deux premières, plus des nouveaux thèmes qui ont été abordés, dont la métacognition, les émotions, la spiritualité, relations thérapeutiques, et etc. Donc, pour poursuivre avec l'historique de la thérapie, je vais parler des approches qui ont été trouvées pour les adultes versus ceux pour les adolescents. Donc, il a vraiment été démontré qu'il y a un manque de recherche concernant les adolescents et les enfants au niveau des approches thérapeutiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau des adultes, puis ils ont trouvé que l'approche psychanalytique était la meilleure pour les adultes, mais il n'y a pas eu autant de recherches faites pour les adolescents, puis une approche adaptée à eux qui ont été trouvées. Donc, pour l'avenir, ce serait vraiment nécessaire de faire plus de recherches pour trouver des traitements adaptés au développement de l'adolescent.
On voit quand même que dans les 25 dernières années, il y a de nombreux travaux qui ont été consacrés à la psychothérapie de l'adolescent, donc pour les aspects développementaux, la place des parents dans celle-ci, aussi la place des traitements par pathologie spécifique. Donc, ça avance quand même, mais il faudrait donner un petit peu plus de recherche à ça parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est juste plus utiliser les traitements pour les adultes puis les adapter pour les adolescents, mais ça fonctionne quand même pas concrètement parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour celle-là. Puis, une autre thérapie historique est la thérapie par le jeu, qui existe quand même depuis très longtemps, mais qui est devenue très populaire dans les dernières décennies. Donc, c'est une thérapie où les enfants vont jouer leurs problèmes autrement que dans le cas d'une intervention clinique assis où il y a juste discussion. Puis le fait de jouer peut faire revivre des expériences troublantes aux enfants et adolescents afin de toucher à certains sentiments en dedans de eux. Puis il a été confirmé que le jeu pourrait révéler des processus inconscients chez ceux-ci. Puis un exemple de ça, c'est que pendant l'Holocauste, par exemple, il y a certains enfants qui jouaient à faire les prisonniers, puis faisaient semblant des gardiens, puis jouaient à des jeux de tuerie, puis tout ça. Donc ça démontre comment ils extériorisaient ce qu'ils ont déjà vécu avant et leur traumatisme. Donc, pour poursuivre dans cette partie, je vais parler des thérapies et de la vision du futur et comment intégrer l'ère numérique à ceci. Donc, pour commencer, il y a les thérapies numériques reliées à l'anxiété. Donc, on explique l'importance des théories cognitivo-comportementales pour traiter l'anxiété. Et ceci peut rejoindre les enfants et les adolescents parce que, comme mentionné plus tôt, l'anxiété est la pathologie qui affecte le plus les enfants et les adolescents avec une plus haute prévalence. Donc, ces thérapies peuvent être délivrées via des plateformes numériques permettant un accès plus large et souvent plus dans les médias. Donc, ces thérapies-là peuvent rejoindre plus de gens plus vite aussi, au lieu d'attendre pour voir un psychologue. Comme on le sait, les listes d'attente peuvent être très longues de nos jours. Donc, ceci serait une bonne méthode, surtout pour les adolescents, parce que dans cette génération ici, ils sont déjà très connectés à l'Internet, les médias sociaux et les plateformes en ligne. Donc, cette méthode ici pourrait les rejoindre puis être plus efficace pour eux. Donc, quelques exemples de plateformes en ligne. Il y a le Daylight qui a été développé par Big Health qui offre un accompagnement par un thérapeute virtuel à travers différents modules. Puis il y a aussi le Alena qui propose des exercices pour traiter l'anxiété sociale. Donc, il y a aussi des auto-questionnaires, des auto-évaluations pour explorer certains mécanismes de l'anxiété sociale. Donc, ceux-ci sont juste deux exemples, mais il y en a plusieurs autres sur leur site web de d'autres applications qui pourraient être utiles pour ceci. Et pour continuer, on a les psychothérapies et réalité virtuelle, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, avec ceci, on dit qu'on pourrait traiter certaines phobies par exposition virtuelle, puis aussi aider avec certaines difficultés cognitives ou développementales chez les enfants et les adolescents. Donc, par exemple, des enfants qui présentent des troubles de l'attention seraient aidés par l'usage de systèmes stimulants, donc la réalité virtuelle, tout en imposant un contrôle moteur. Puis, cette technique-là est quand même intéressante pour les jeunes parce que ça s'éloigne un peu de la méthode traditionnelle, puis c'est quelque chose qui peut être bon comme stimulation pour leur cerveau dans l'ère où on est aujourd'hui. Donc, pour continuer avec la vision du futur de la thérapie, on va commencer par la psychothérapie et jeux vidéo avatar pour enfants et adolescents. Donc, cette thérapie ici serait comme une amélioration de la thérapie par le jeu dont on a parlé plus tôt dans la section historique. Donc, au lieu d'être un jeu qui se fait physiquement, c'est un jeu qui se fait plus à travers un écran, donc virtuellement. Puis ceci peut être une thérapie qui rejoint vraiment les enfants et les adolescents. Donc, avec celle-ci, on aurait accès à l'inconscient de l'enfant. Puis, devant le psychisme de cet enfant ou adolescent-là, le thérapeute pourra utiliser la technique de jeu vidéo avatar pour remonter à des expériences qui peuvent être profondément refoulées chez la personne. Puis, du côté de l'avatar, les avatars sont contrôlés par le sujet durant la séance, puis sont vraiment indispensables à l'espace virtuel parce que l'avatar, c'est un peu comme la peau numérique.
de la personne. Donc, le sujet peut transposer ce qu'il ressent à travers son avatar. Donc, ça, c'est comme une méthode ensuite pour analyser ce que la personne a ressenti. Puis, un exemple de ceci serait, ça s'appelle les Sims 4 jeux vidéo. Donc, ça, c'est un jeu qui fait partie d'une étude longitudinale auprès des adolescents. Puis, dans ce jeu-là, le joueur a la possibilité de personnaliser son avatar, créer sa maison, son terrain, puis un peu de comme s'inventer une vie. Puis les séances durent 1 heure, puis le temps de jeu est de 40 minutes où l'adolescent peut jouer librement, associer librement ce qui se passe à l'écran. Puis ensuite de ça, il y a une séance d'échange où le patient est invité à élaborer sur le contenu de ce qui s'est passé durant la séance, puis faire des associations de ce qui a été mis en scène. Donc, ceci est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Donc, on va voir comment ça peut se développer dans le futur. Puis, pour poursuivre, on a l'intelligence artificielle. Donc, ceci est quand même de plus en plus présent dans nos vies aujourd'hui. Puis, on pourrait voir l'intelligence artificielle comme vraiment un assistant des psychologues. Puis, pas seulement du côté administratif, mais il peut être utile pour beaucoup d'autres choses. Donc, il pourrait aider à rédiger des notes et des sections de rapports. L'intelligence artificielle pourrait écouter une rencontre de psychothérapie ou d'évaluation, puis proposer des analyses sur le contenu qui a été écouté. Aussi, il pourrait résumer l'évolution d'un client, dresser un bilan détaillé ou encore formuler des hypothèses cliniques. Donc, c'est à voir à quel point l'intelligence artificielle va être inclue concrètement dans la pratique des psychologues. Nous avons rajouté ici une partie de statistiques de technologie intégrée à la thérapie. Donc, il y aurait 53,7% des psychologues qui indiquent ne pas avoir confiance envers les technologies numériques de l'intelligence artificielle, avec seulement 18,3% qui disent avoir confiance et 27,8% qui sont neutres. Donc, il y a quand même assez de gens qui sont quand même neutres à ce sujet-là, et ceci peut être dû au manque de recherche qu'on a et le manque de pratique à ce sujet-là. Donc, il y aurait aussi 50% des psychologues qui anticipent que le recours aux technologies de l'intelligence artificielle aura un effet négatif sur la confiance des patients à l'égard du travail et du jugement professionnel. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux éthiques qui font partie d'intégrer les technologies à la thérapie. Maintenant, sous un différent angle, en 2022, c'est presque tous les Canadiens, donc 99,2% des Canadiens âgés de 15 à 24 ans, donc adolescents quand même, qui utilisent Internet. Puis, selon des constats de l'enquête canadienne sur la situation des entreprises, au deuxième trimestre de 2024, ce serait 6,1% des entreprises qui ont déclaré avoir utilisé l'intelligence artificielle pour produire des biens et fournir des services. Donc, on voit que quand même, il y a certaines compagnies, entreprises qui intègrent l'IA à leur pratique. Donc, c'est à savoir si ceci va être intégré plus concrètement dans la psychologie et la thérapie. Voici 3 axes principaux pour réfléchir à l'évolution de la psychologie dans le traitement des troubles psychopathologiques chez les enfants et les adolescents, en tenant compte de l'influence croissante de la société numérique et des avancées technologiques, notamment dans le cadre de l'enseignement supérieur. Le premier repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui révolutionne la psychologie en améliorant l'exactitude et en personnalisant les diagnostics ainsi que les traitements des troubles psychologiques. Historiquement, les diagnostics s'appuient principalement sur des entretiens cliniques et des tests standardisés, développés à partir des travaux de plusieurs théoriciens. Bien que ces approches aient prouvé leur efficacité, elles montrent parfois des limites en termes de précision, notamment pour prédire ou détecter précocement certains troubles. À l'avenir, l'intelligence artificielle jouera un rôle clé en analysant des données comportementales et physiologiques de plateformes en ligne afin de détecter des troubles psychologiques chez les jeunes. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement de problèmes de santé mentale. Néanmoins, l'enseignement supérieur
devra intégrer des modules spécifiques pour former les psychologues à interpréter ces données et à collaborer avec les systèmes d'intelligence artificielle. L'utilisation de nouvelles technologies aura un impact significatif, notamment en permettant une détection plus précoce de troubles et également à réduire les erreurs humaines, offrant ainsi des évaluations plus fiables. Le deuxième réside dans le recours à la réalité virtuelle comme outil thérapeutique. Historiquement, les approches thérapeutiques traditionnelles sont inspirées notamment par les travaux de B.F. Skinner, qui mettaient l'accent sur l'interaction en face à face entre le thérapeute et le patient, ainsi que sur l'influence directe de l'environnement physique immédiat. Dans le futur, les environnements de réalité virtuelle joueront un rôle central dans le traitement et la formation en psychologie. Ils permettront de créer des situations spécifiques pour traiter des troubles tels que les phobies, les traumatismes ou les troubles de l'attention. Le recours à la réalité virtuelle permet d'ajuster très exactement les situations, d'interrompre instantanément l'exposition au stress, d'en discuter les modalités et de reprendre le déroulement de la thérapie. La réalité virtuelle sera également intégrée dans l'enseignement supérieur, offrant aux étudiants en psychologie la possibilité de s'entraîner avec des simulations réalistes de patients, enfants ou adolescents, enrichissant ainsi leur pratique clinique. L'intégration de nouvelles technologies aura un impact significatif, notamment en accélérant l'apprentissage pratique dans les programmes universitaires grâce à des outils immersifs. Elle permettra également d'élargir l'accès au traitement à distance en s'appuyant sur des environnements numériques sécurisés, offrant ainsi des solutions adaptées à un plus grand nombre de patients. Le troisième met en lumière l'importance des outils numériques pour sensibiliser à la santé mentale et renforcer la prévention. Dans un contexte historique, Jean Piaget a souligné l'importance de l'éducation et du développement cognitif dans le processus d'apprentissage. Toutefois, ces approches étaient principalement centrées sur les contextes physiques d'apprentissage, ce qui limitait leur portée. Pour les années à venir, des applications éducatives seront développées pour aider les enfants et adolescents à reconnaître et gérer leurs émotions, à évoluer dans un environnement numérique de manière saine et à éviter les comportements à risque tels que la dépendance aux écrans. Les programmes universitaires incluront des cours sur la conception d'outils numériques éducatifs en s'appuyant sur des théories comme l'apprentissage social de Bandura pour encourager des comportements adaptatifs. De plus, les écoles et universités collaboreront avec des experts en psychologie pour créer des modules de prévention en ligne, contribuant ainsi à promouvoir la santé mentale des jeunes dès leur plus jeune âge. L'impact de ces initiatives serait significatif, contribuant à réduire la stigmatisation liée à la santé mentale chez les jeunes. En favorisant une meilleure compréhension des enjeux psychologiques, elles permettront de promouvoir une génération plus informée et plus résiliente, capable de faire face aux défis imposés par la société. Les avancées technologiques dans le domaine de la psychologie soulèvent plusieurs défis. Par rapport à la recherche, l'utilisation de la technologie peut entraîner des problèmes éthiques, des atteintes à la confidentialité des patients, la création de biais, des obstacles à l'accessibilité pour certains patients, ainsi que des difficultés techniques. Concernant la thérapie, la déshumanisation des soins thérapeutiques est une préoccupation majeure. La cyberpsychologie suscite des débats sur les risques liés à ces nouvelles pratiques, tant pour le cyberpatient que pour le praticien, notamment en raison de l'environnement virtuel, de l'instabilité des identités, de la confidentialité, de la conservation de données, de la sécurité de paiement et des enjeux déontologiques. Enfin, en ce qui concerne l'éducation, une utilisation excessive des outils technologiques peut réduire les interactions humaines, ce qui risque de diminuer l'engagement des étudiants et d'affecter. Pour conclure, il est évident que l'histoire de la psychopathologie chez les enfants et adolescents a beaucoup évolué. L'historique de cette discipline a vécu plusieurs changements avec la recherche, les traitements thérapeutiques et avec l'enseignement. Ceci dit, la technologie est un des facteurs qui a amélioré le champ psychopathologique et elle va continuer de faire effet dans le futur. Nous croyons qu'elle apportera de nouvelles découvertes, va aider et va faciliter le fonctionnement des recherches, va créer de nouveaux traitements et finalement va améliorer la transmission des informations dans un contexte éducatif. Nous avons très hâte de voir ce que le futur nous réserve.